Retour sur les cafés stratégiques et nous allons changer d'univers. Nous étions avec le général Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, dans l'univers terrestre. Et avec vous, Bruno Nicolas Mazzucchi, nous allons prendre la mer, hein. Vous êtes le directeur stratégie navale et wargaming au Centre d'études stratégiques de la Marine. Vous êtes un spécialiste de l'évolution de la stratégie navale et c'est le thème de notre dernier café stratégique de la journée. Alors, dans votre titre, bon, directeur stratégie navale, je vois à peu près ce que ça peut être, je vois. Mais quand je vois Wargaming, je me dis, mais ce monsieur très sérieux, il fait des jeux vidéo, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est aussi une partie de son activité. Alors, bonsoir déjà, merci pour cette invitation. Alors, non, ce ne sont pas des jeux vidéo, j'allais vous dire, c'est encore pire, ce sont des jeux de plateau. Et au travers des wargames, c'est-à-dire l'idée de créer un modèle qui représente une simulation d'une confrontation navale, nous cherchons, moi et mon équipe, à représenter, à éduquer, à proposer des capacités aussi d'entraînement et de formation sur des situations d'affrontement maritime, naval, au travers d'un objet qu'on appelle un jeu, donc on traduit le terme anglais de game par jeu, Hein. mais qui n'a rien finalement du jeu pour petits chevaux ou des échecs ou du jeu de Go. C'est vraiment en fait un modèle de représentation d'une situation de confrontation. Donc c'est un jeu, on va garder le mot jeu parce que dans Wargaming, il y a évidemment le mot jeu, mais c'est pas pour les jeunes matelots de 5-6 ans, c'est pour les vrais marins. C'est pour les vrais marins, c'est pour aussi l'ensemble des publics spécifiques. On peut penser aux étudiants, on peut penser aux parlementaires, on peut penser à l'industrie de défense, aux autres ministères qui veulent comprendre, c'est-à-dire qui veulent avoir cette vision de ce que sont les confrontations, de ce qu'est la réalité de la guerre navale, et à qui on doit expliquer des concepts relativement complexes comme la maîtrise des fonds marins. Nous avons d'ailleurs créé pour le PDSF un wargame sur la maîtrise des fonds marins qu'on met en démonstration pendant l'ensemble du PDSF. Expliquer la complexité des interactions navales dans l'Indo-Pacifique, pourquoi nous y sommes présents, quelles sont nos capacités, quelles sont les capacités de nos alliés, de nos compétiteurs et des États tiers. C'est vraiment un modèle qui est destiné soit à des publics très avertis, soit au contraire à des publics qui ne sont pas du tout connaisseurs pour qu'ils découvrent ces enjeux. Alors vous avez des homologues britanniques, allemands, grecs qui travaillent aussi sur les mêmes préoccupations de wargaming que vous. Alors, j'ai deux types d'homologues, parce que j'ai aussi des homologues français, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, au niveau de l'état-major des armées, de la DGA, mais aussi effectivement dans les autres marines du monde qui travaillent sur ces mêmes problématiques, à l'OTAN, à l'Union européenne. Donc c'est un modèle qui se développe parce qu'il permet une facilitation de la discussion entre les parties prenantes au travers d'une situation qui est manifestée par le jeu. Donc en fait, c'est une scénarisation d'une situation pour permettre la coopération et la discussion quand on le prend dans le cadre multinational, comme vous venez de l'évoquer. Et, et, et là, on va passer du wargaming jusqu'à la stratégie navale, que là, on comprend plus facilement. Alors, la stratégie navale, on comprend que c'est des combats sur la mer, comment gagner un combat sur la mer. Mais si on réfléchit un petit peu historiquement, la mer, ça a longtemps été, enfin, la marine, la défense navale, l'univers naval et pas l'univers maritime, hein, parce qu'il y a une différence entre maritime et naval. Je vous laisse l'expliquer parce que vous le ferez mieux que moi. C'est très Alors, simple. très simplement, ce qui est naval, c'est ce qui s'adresse aux marines de guerre et ce qui s'adresse au combat. Et ce qui est maritime, c'est ce qui va s'adresser plutôt à l'économie et à l'ensemble des activités non militaires. Donc c'est pour ça que je fais de la stratégie navale et pas de la stratégie maritime. Bien que vous soyez un civil. Bien que je sois un civil, tout à fait. Alors, donc, dans la stratégie navale, longtemps, l'univers naval, ça a été l'univers d'un club relativement fermé, des pays suffisamment puissants pour avoir une marine de guerre. Et c'était en train de changer. Mais pendant très longtemps, ça a été un club très fermé, le club des marines de guerre. Oui, c'était plutôt ce qu'on appelait en fait le club des marines de haute mer, c'est-à-dire d'avoir la capacité à aller projeter de la force et de la conflictualité très loin en mer, sur les lignes de communication maritime des adversaires, pour justement éviter que ces mêmes combats ne se passent trop près des côtes. Et qui avait une marine de haute mer était justement capable d'aller agresser son adversaire au plus loin, au plus en haute mer. Ce club était effectivement très fermé. Ce club s'ouvre beaucoup aujourd'hui. Il y a quand même des effets d'échelle, c'est-à-dire que toutes les marines, même celles qui se dotent d'un outil de haute mer,
reste encore relativement différente. Et il y a encore, j'allais dire, quelques clubs très fermés auxquels la France appartient à tous. Alors, on va essayer de point par point. Le club initial, le club historique, sont évidemment les Britanniques, par définition. Les Français, juste de l'autre côté de la Manche. Historiquement, les Espagnols et les Portugais. Alors si on commence à se projeter très loin, effectivement, Ouais. plus près de nous, les États-Unis, l'Union soviétique, Russie, l'Allemagne aussi a fait partie historiquement de ce club-là. Bon, un club, on va dire, relativement occidental. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas de la Russie, mais globalement occidental. C'est vrai qu'à la notable exception du Japon à partir du début du XXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, c'est un club qui était exclusivement occidenal. Et ce qui a changé au cours des 10 dernières années, 20 dernières années, 30 dernières années, ce changement, cet élargissement du club où il y a un peu plus de monde, où on trouve par exemple des Chinois, des Indiens, mais pas seulement, ça remonte à 20 ans, 25 ans, Alors, même l'élargissement du club. moins en réalité, c'est-à-dire que si on prend ce phénomène aujourd'hui qu'on appelle le réarmement naval et qu'on regarde en fait le vrai début de cette dynamique-là, c'est la dernière partie de la décennie 2010, c'est-à-dire 2007, 2008. Donc vous voyez, on est Extrêmement récent. extrêmement récent. On est sorti de la guerre froide avec un sentiment de supériorité, mais au-delà de supériorité, de suprématie des pays de l'espace euro-atlantique, donc des pays de l'OTAN, si je veux simplifier, tels qu'on pensait à cette époque-là, dans les années 90-2000, ce qu'on appelle l'époque des dividendes de la paix, que nous étions, nous les Occidentaux, tellement puissants que plus personne ne serait en mesure de venir nous contester la prééminence en mer. Et donc, de fait, la mer était devenue un milieu dans lequel on positionnait des capacités qui allaient agir vers d'autres milieux, notamment vers la Terre. C'est ce qu'on a appelé en stratégie navale le sea basing. Et cette ère du sea basing ne pouvait se De concevoir la terre à la mer. de la mer à la Terre. De la mer à la terre, pardon. De la mer oui, à la Terre. oui, oui. Et cette époque du sea basing, cette stratégie du sea basing ne pouvait se concevoir que parce qu'on était persuadé que nos compétiteurs et adversaires n'auraient jamais les capacités de venir nous agresser en mer. Or, cette ère est résolument terminée. Alors, cette ère est résolument terminée parce qu'il y a au moins une marine qui monte énormément en gamme, c'est évidemment la marine chinoise. C'est la marine chinoise qui, historiquement, depuis le XVe siècle, n'était qu'une marine côtière et qui, à partir de justement de cette milieu-fin des années 2000, retrouve des ambitions qu'elle n'avait plus depuis des siècles, d'être une marine hauturière, d'être une marine capable de projeter de la force et de la puissance au service de la protection de ses activités économiques notamment, sur la quasi-totalité, voire si on regarde un petit peu en prospective sur ce qui est annoncé, sur la totalité des mers du globe. Aujourd'hui, la Chine, c'est après les États-Unis, le deuxième pays en termes de nombre de porte-avions. Depuis combien de temps? C'est très récent, ce basculement. Depuis, comme je vous le disais, à peu près un peu moins de 20 ans, 15 à 20 ans à peu près. Alors, néanmoins, c'est assez rare de voir un navire de guerre chinois en Atlantique ou finalement, il y en a quand même quelques-uns? Alors, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut concevoir dans la spécificité de la stratégie navale, c'est que la mer est un domaine de contact. Sans faire injure à nos camarades terriens, leur proximité physique avec des forces russes ou avec des forces chinoises est particulièrement exceptionnelle. Un marin dont le navire sort du port à Toulon, voire à Brest, peut se trouver immédiatement en contact avec des navires de pays compétiteurs. Pour une bonne et simple raison, c'est que la mer est fondée sur la liberté de navigation. À partir du moment où votre navire n'adopte pas un comportement agressif, qu'il soit un navire militaire ou non, il peut passer où il veut. Donc cette notion du contact, cette notion de la liberté de navigation fait qu'il y a une proximité naturelle, et une fois de plus qui n'est pas agressive, mais une proximité naturelle entre les marines de tous les pays. Donc pour les marins français, être au contact des navires russes par exemple en Méditerranée, si je prends cet exemple-là, c'est quelque chose d'extrêmement quotidien. Et effectivement, pour revenir à votre question, on observe depuis un certain nombre d'années des déploiements de plus en plus réguliers et de plus en plus intenses de navires chinois au plus près des côtes occidentales. Et alors, les navires chinois, qui sont, j'imagine, vers les côtes occidentales, très discrets et, je dirais, très pacifiques, ne le sont pas forcément dans le Pacifique et dans l'océan Indien, où, par exemple, il y a eu des altercations entre la marine chinoise et, par exemple, la marine philippine.
C'est le cas, mais pas que entre marines. C'est-à-dire que ce qu'il faut concevoir dans la marine chinoise, c'est que c'est aussi une marine qui fonctionne par couches. C'est-à-dire vous avez la marine de l'armée populaire de libération, qui en fait concerne le cœur des capacités navales chinoises. Au-delà de ça, vous avez les gardes-côtes, deuxième couche. Troisième couche, la milice maritime. Et en fait, suivant l'effet politique désiré, c'est l'une ou l'autre de ces forces qui va être mise en première ligne. Si vous envoyez la marine de l'armée populaire de libération, vous envoyez un signal très fort, très militaire. Par contre, si vous envoyez des navires de milice maritime ou des navires de garde-côte, et le plus souvent on a affaire, dans le cas des Philippines, à plutôt des navires de milice maritime ou de garde-côte, on n'envoie pas du tout le même signal. C'est un signal qui peut être très politique ou très, très agressif. Exactement. Alors, un petit mot sur la marine chinoise. Vous avez dit qu'elle était quasiment l'équivalente de la marine américaine. Alors, voilà, il faut peut-être préciser quelques précisions sur le sujet. Elle est supérieure en nombre d'unités, c'est-à-dire ils ont plus de bateaux, mais elle est inférieure en tonnage. C'est-à-dire les bateaux sont plus petits de manière, si on fait isopérimètre, ils sont plus petits. Et surtout, on ne peut pas comparer une marine américaine robuste, éprouvée aux opérations, qui dispose de 11 groupes aéronavals, avec une marine chinoise qui est une marine en croissance, en découverte d'un certain nombre de capacités, et qui dispose au maximum de 3 groupes aéronavals. Toutefois, comparaison n'est pas raison, et les ambitions affichées aujourd'hui des deux ne sont pas équivalentes. Ça veut dire que ce qui était inimaginable il y a encore quelques années, c'est-à-dire des combats navals, puisque je reprends votre formule de la mer vers la terre, ce qui était ce qui était le plus courant, c'est-à-dire on attaquait depuis la mer la terre, hein, si j'ai bien compris, on pourrait imaginer de nouveau de vrais combats navals. Tout à fait. La grande hypothèse du retour de la conflictualité en mer, c'est-à-dire de la mer vers la mer, pour faire simple, ou de la mer vers l'air, vers la mer, si on parle du phénomène aéronaval, est effectivement aujourd'hui au cœur de la réflexion de l'ensemble des marines de la planète. Alors, il y a la marine chinoise qui se réarme, mais elle n'est pas la seule. La marine indienne, la marine turque, la marine japonaise peut-être, elle aussi, monte en gamme et monte en puissance. Ce qu'il faut voir aujourd'hui quand on parle de ce phénomène mondial de réarmement naval, c'est qu'il n'épargne aucune zone de la planète. Bien évidemment avec des intensités différentes. La zone qu'on a citée, c'est-à-dire cette zone de l'Asie du Nord, de l'Asie Pacifique, Corée du Sud, Japon, Chine, et bien évidemment la zone qui va être la plus intense en réarmement naval. Mais on peut regarder l'Amérique latine, on peut regarder les pays de la rive sud de la Méditerranée, on peut regarder les pays de la rive est de la Méditerranée, l'océan Indien. Aucune zone de la planète n'est épargnée par ce phénomène-là. Tous les pays sont en train de monter des forces navales. Soit qualitativement, soit quantitativement, le plus souvent les deux. C'est vrai pour le Brésil, c'est vrai pour l'Argentine, c'est vrai pour... Peu de pays sont en dehors de cette tendance. C'est vrai, effectivement. C'est vrai pour le Maroc, c'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai pour l'Égypte, pour la Turquie, pour la Grèce, pour énormément de pays dans le monde. Alors, évidemment, l'endroit dans le monde où on peut imaginer qu'il y ait une conflictualité marine, navale, c'est évidemment autour de Taïwan, le détroit de Taïwan, ou en tout cas non loin de Taïwan. Effectivement, c'est une hypothèse qui est posée sur la table par les États-Unis, qui considère, enfin en tout cas la chef d'état-major de la marine américaine, la CNO, l'amiral Lisa Franchetti, qui était en poste jusqu'à il y a peu, considérait qu'à partir de 2027, quand même très proche de nous, tout devenait possible. Oui, 2027, c'est demain. 2027, c'est demain. Une fois de plus, c'est une vision particulière qui est promue par les États-Unis. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une guerre en 2027, mais ça veut dire que dans leur perception, à partir de 2027, il faut être prêt à tout. Alors, être prêt à tout, ça veut dire mener le combat avec le groupe aéronaval. Il est central dans le combat naval ou il est finalement la partie la plus voyante, mais qui n'est pas forcément la plus déterminante. Quand on voit que en mer Noire, c'est pas du tout le même univers, c'est pas du tout les mêmes forces navales en présence, mais la marine ukrainienne, qui ne représentait pas grand-chose, a, à travers des drones navals, porté de grands dégâts à la marine russe. Vous l'avez dit vous-même, la géographie est un phénomène qui est déterminant. Ce qui se passe en mer Noire
et en mer Rouge, d'ailleurs, pour faire une analogie, puisqu'on est sur des géographies qui Avec sont les Houthis, oui. relativement proches, ne peut se passer de cette manière-là que dans ces zones-là. Proximité des côtes, facilité de communication, de guidage, pas de très grande complexité géographique. Ce qui se passerait au milieu de l'Atlantique ou au milieu du Pacifique n'aurait strictement rien à voir, ne serait-ce que parce que la géographie est différente. Le fond n'est pas le même, la bathymétrie n'a rien à voir, le climat n'est là non plus pas du tout le même. Donc oui, ces zones, la mer Noire et la mer Rouge, sont riches d'enseignements opérationnels pour nos marines, mais ne doivent pas être non plus un miroir aux alouettes qui doivent être déformants de l'ensemble de la conflictualité navale d'une part. Pour répondre à votre question sur le groupe aéronaval a une vertu en termes militaires, si vous me permettez de jargonner un peu, c'est que c'est un poste de commandement interarmée de théâtre mobile, c'est-à-dire qu'il est l'intégrateur d'un nombre de capacités absolument faramineuses qui sont celles de ses propres constituants, le porte-avions, les navires d'accompagnement, les sous-marins d'accompagnement, les aéronefs du porte-avions, mais aussi de tout un tas de capacités au-delà qui vont s'intégrer à lui, notamment de l'espace, des capacités terrestres, aériennes, suivant l'endroit où on va se situer. Ça, c'est la première chose, et c'est dans un plan, j'allais dire, très opérationnel militaire. Maintenant, si je regarde ça d'un niveau encore plus élevé, quelle est la vertu du groupe aéronaval et pourquoi est-il aussi central dans la conflictualité moderne et pas que la conflictualité navale d'ailleurs? C'est parce que le groupe aéronaval, c'est l'outil qui vous permet de choisir l'endroit et le moment de la confrontation. Alors, des pays qui ont des groupes aéronavaux, il n'y en a pas tant que ça. Il y a évidemment les États-Unis, la Chine, et à d'une moindre mesure le Royaume-Uni, et il y a évidemment la France, mais qui ne bénéficie que d'un seul groupe aéronaval. Ça veut dire que sa disponibilité, elle est loin d'être permanente. Alors évidemment, question toute bête, que peut-être les marins, les amiraux n'aiment pas qu'on leur pose, mais ça sert à quoi un groupe aéronaval quand on n'en a qu'un seul? La puissance en fait qui est projetable au travers de cet outil est tellement importante qu'en fait on ne pourrait pas concevoir de ne pas l'avoir. Après, la question de la permanence à la mer du groupe aéronaval, on pourrait se la poser pour n'importe quel autre type de capacité navale. Vous pourriez me dire, mais en fait, nous n'avons que 6 sous-marins nucléaires d'attaque, nous n'avons que X frégates, nous n'avons que Y avions de patrouille maritime. La question aujourd'hui, elle est aussi de se dire que notre conflictualité potentielle et nos enjeux politiques et géopolitiques sont globaux. Or, nous ne pouvons plus concevoir, que ce soit en mer ou que ce soit dans les autres champs et milieux, d'agir seuls, par nous-mêmes et sans personne autour. Notre vision, elle s'intègre dans une vision de la coalition, elle s'intègre dans une vision de l'alliance, elle s'intègre dans une vision du partenariat. Et c'est là-dedans que cet outil, qui s'appelle le groupe aéronaval, prend sa place. Il est un outil, c'est l'outil majeur, certes, mais il n'est qu'un outil dans une palette et il doit se penser dans la gestion et dans l'interopérabilité avec nos partenaires et alliés. Si, par exemple, nous nous rapprochons autant de l'Italie, qui elle-même développe ses capacités aéronavales, elles ne sont pas du tout les mêmes que l'autre, mais qui les développe, et qu'on croise de plus en plus nos expertises, nos expériences, que nous participons à leurs exercices, l'exercice Mare Aperto, que les forces italiennes participent à notre exercice Polaris, que chacun engage des navires dans le groupe aéronaval de l'autre lors de ses déploiements en Indo-Pacifique, c'est justement par rapport à ça. Alors l'idée évidemment ce serait qu'il y ait 2 porte-avions ou 3 porte-avions européens, mais alors là c'est une autre histoire, on aura évidemment l'occasion d'en parler, ne serait-ce que si le pilier européen de l'OTAN prend de plus en plus d'importance, mais c'est un autre sujet. Il y a un pays qu'on n'a pas du tout abordé, ou très peu, ou marginalement, c'est la Russie, parce qu'on perçoit la Russie comme un pays avant tout terrestre et pas marin. Et pourtant, il existe une marine russe qui est loin d'être négligeable. Oui, tout à fait. En fait, la marine russe actuelle, elle est l'héritière aussi de la marine russe de la guerre froide, dont l'ambition stratégique était de protéger justement cet espace aéroterrestre que constitue le territoire de la Fédération de Russie des agressions venant depuis la mer. Donc finalement, la marine russe, c'est un outil qui sert plus à aller combattre la marine adverse et à l'empêcher de s'approcher, plutôt qu'à aller elle-même être un outil d'agression. C'est plutôt un outil qu'on va qualifier de contre-offensif, d'où le principe d'aller viser majoritairement ce qu'on appelle les capital ships, donc les navires principaux, à commencer par les porte-avions de l'adversaire, d'où le fait que, historiquement, et c'est toujours le cas actuel, la marine russe a mis l'accent sur les missiles anti-navires d'une part,
transportée par des avions, donc a une très forte aéronautique navale, mais qui n'a rien à voir avec la nôtre, et a mis énormément l'accent aussi sur les sous-marins. Parce qu'aujourd'hui, la principale menace pour un porte-avions, ça demeure un sous-marin. Donc quand vous avez beaucoup de sous-marins, vous avez une capacité potentielle à agresser les groupes aéronavals adverses qui est extrêmement forte. Ce qu'il faut voir par contre de la Russie, c'est que la Russie a révisé en 2022 sa stratégie navale et a changé ses priorités géographiques. La priorité géographique numéro 1 de la Russie, ça reste l'Arctique. L'Arctique notamment conçu comme un passage vers l'Atlantique. Mais là où auparavant la deuxième priorité, elle était plutôt sur le flanc sud, mer Noire, Méditerranée, aujourd'hui la deuxième priorité de la Russie, c'est le Pacifique. Il y a une priorité russe auquel, en tant que non spécialiste, j'aurais pensé, c'est évidemment la Baltique, mais ce n'est pas le cas. Là, on aurait pu penser que la priorité russe, c'était la Baltique plus que l'Arctique, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. La plupart des forces russes, on va dire sur le flanc européen des forces navales, sont au niveau de la péninsule de Kola. Donc en fait tout à fait au nord de la Russie. Donc l'accès à l'Arctique, en fait pour eux c'est l'accès à ce qu'ils appellent l'océan mondial. Donc il y a une nécessité en fait à maintenir cet accès arctique ouvert. Il y a relativement peu, si on regarde la distribution géographique, de forces russes au niveau de la Baltique. La Baltique qui est une mer qui est relativement compliquée, c'est une mer de petits fonds. On ne peut pas vraiment y circuler beaucoup avec des sous-marins. Et finalement, les rives de la Baltique, elles sont aussi occupées de manière extrêmement majoritaire par des pays de l'OTAN qui aujourd'hui ont des postures vis-à-vis de la Russie qui sont de plus en plus affirmées. Donc pour la Russie, en fait, la Baltique, c'est plus finalement un piège, j'allais dire un terminus, plutôt qu'une ouverture vers le monde. Alors à l'inverse, avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, l'Arctique devient évidemment, voilà, on pourra traverser l'Arctique plus facilement et ça devient, comme vous dites, une ouverture navale sur le monde qui est toujours un thème récurrent de la stratégie russe, l'accès à la mer. Tout à fait. Alors après, la question de savoir si le réchauffement climatique va vraiment améliorer les choses, en réalité, il va plutôt être très ambivalent. C'est-à-dire que certes, la fonte des glaces permanentes va permettre une navigation 100% du temps le long de la côte nord de la Russie, ça effectivement. Toutefois, les perturbations qui vont être engendrées, à la fois au niveau de la fragilisation des sols, puisque si on fait des couloirs de navigation, il faut des infrastructures, qu'elles soient portuaires, qu'elles soient de signalisation. Donc la fragilisation des sols va empêcher la construction, va rendre très difficile la construction de ces infrastructures d'une part. Si vous avez une fonte des glaces, vous avez une perturbation de la circulation des courants marins et potentiellement aussi une perturbation de la circulation des courants atmosphériques. Donc vous allez avoir une augmentation très forte des tempêtes en mer. Donc ça va rendre la navigation absolument horrible. Donc c'est pas parce que vous aurez plus de glace qu'il va être plus facile de naviguer. En réalité, ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. Dernière question, est-ce qu'il y a une stratégie navale européenne? Est-ce que globalement, ce que font les Français, c'est à peu près ce que font les Britanniques, les Italiens, les Espagnols et quelques autres encore? Non, car finalement, ça serait extrêmement difficile. Nous avons chacun nos ambitions. Nous avons chacun notre milieu. Vous avez des pays, par exemple, les pays qui sont uniquement riverains de la Baltique, ils sont dans une mer qui fait en moyenne 80 mètres de fond. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Donc forcément, leur vision du fond des mers, leur vision de la conflictualité sous-marine n'a rien à voir avec, par exemple, celle d'un pays comme la France, dont le territoire maritime est le plus grand de la planète, qui fait 11 millions de kilomètres carrés, dont les 2 tiers sont en Indo-Pacifique. Et sur l'Indo-Pacifique, la moitié de notre territoire maritime, il est en Polynésie. En Polynésie, on a un territoire maritime de 5 millions de kilomètres carrés, soit la superficie de l'Europe continentale. Donc rien que quand on oppose par exemple ces deux visions-là, on se rend compte qu'il serait extrêmement difficile d'harmoniser ces visions. Ça ne veut pas dire que ces visions sont antagonistes, mais ça veut dire que plutôt que d'aller rechercher une stratégie commune qui aurait tendance à être plutôt illusoire, il faut qu'on s'appuie sur les forces et les enjeux et les capacités de chacun pour être de plus en plus présent en mer. D'où le développement très fort ces dernières années des missions maritimes de sécurité européenne, que ce soit la dernière qui a été créée, la mission Aspides par exemple, qui vise à sécuriser la mer Rouge face aux Houthis, ou les missions précédentes, Atalanta, Agénor, etc., Irini, etc., etc. Donc on a un renforcement de la présence militaire navale européenne sans qu'on ait besoin justement de passer par cet étage d'une stratégie navale européenne. Ce sera le mot de la fin dans le cadre d'un Paris Défense Stratégie Forum consacré à l'Europe à la croisée des chemins. Les navires européens, la marine européenne, elle aussi à la croisée des chemins.
dans une bonne direction, c'est ce qu'on peut dire. On a de plus en plus l'habitude de travailler ensemble. Exactement. Et aujourd'hui, et de manière quasiment impossible par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans, on a des navires militaires européens déployés pour protéger des lignes maritimes très loin de l'Europe. Merci Nicolas Mazzucchi. On termine avec vous ces cafés stratégiques du deuxième jour. On se donne rendez-vous évidemment demain à partir de 9h, 9h30 pour toute une série de débats. Il y aura ici 9 débats et rencontres ici même au café stratégique. Bonne soirée à tous et à demain. Au revoir.